Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on est jeune et déterminé à être nourri, blanchi et couverte de cadeaux. Salut, moi c'est Anaïs et je préfère les bruns. Et moi c'est Marie et j'adore les conversations, pas toi? Aujourd'hui, on se plonge dans l'un de mes films Doudou, une comédie musicale drôle et réjouissante qui m'accompagne depuis l'adolescence. Un film féministe aussi, selon moi, on en parlera. Il s'agit des Hommes préfèrent les blondes, sorti en 1953 et réalisé par Howard Hawks, un des plus grands réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood et qui avait réalisé aussi des films muets. C'est lui qui a réalisé L'Impossible Monsieur Bébé, Le Grand Sommeil, Rio Bravo et le premier Scarface. Donc que des bangers. Et ce qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'il était assez méprisé par la critique aux États-Unis. Il était considéré comme un réalisateur qui faisait des films très grand public et qu'il a été en fait réhabilité au niveau de la critique par la critique française et surtout les cahiers du cinéma dans les années 60. Jacques Rivette qui a dit de lui au moment de Monkey Business, qui est un autre film qu'il a fait avec Marilyn Monroe avant Les Hommes préfèrent les blondes, qui a parlé du génie de Howard Hawks et de son aspect moral aussi. Et ça a été assez étudié, enfin il a été réhabilité grâce à ça, quoi. Bah, comme Hitchcock, hein. Ouais. Merci la France. Le film est surtout connu pour être un écrin pour le talent de Marilyn Monroe et pour avoir fait d'elle une méga star, même si elle était déjà en voie de le devenir. On va en reparler. Toi, c'était la deuxième fois que tu le voyais. Tu en as pensé quoi ? C'est très bien, c'est un très bon film. Je pense que j'avais été vraiment émerveillée la première fois que je l'avais vu. Honnêtement, je me souviens plus quand c'était, mais ça devait être un moment où je voyais un peu la vie en gris et du coup, c'est typiquement le bon moment pour voir un film pareil. Donc là, j'ai été moins émerveillée. Au deuxième visionnage, c'est vrai qu'il y a des films comme La La Land, dont on a déjà parlé, qui me paraissent plus merveilleux à chaque nouveau visionnage. Celui-là, c'est pas forcément le cas. Je trouve que le dernier tiers, en fait, dès qu'elles sont plus sur le bateau, oui, on perd un petit peu en puissance. Mais c'est extrêmement plaisant, c'est très bien écrit, les stars sont très charismatiques. Donc franchement, c'est un super moment et on comprend tout de suite pourquoi c'est un classique, en fait, quand on le voit. C'est ton boulot de résumer en 30 secondes. Du coup, c'est quoi l'histoire des Hommes préfèrent les blondes ? C'est l'histoire de deux besties. Ouais, c'est vraiment un film sur l'amitié aussi. Tout à fait. Deux besties qui sont danseuses de cabaret, qui partent en croisière vers Paris, l'île de Paris. Il y en a une qui est brune, blasée, qui collectionne les clochards, et l'autre qui est très charismatique, très pétillante et dont le plus grand hobby est le luxe. Toute ressemblance avec la réalité serait totalement fortuite. Et voilà, elles vont... Donc je suis très flattée d'être Marilyn dans cette comparaison. Voilà. Et donc, elles vont toutes les deux rencontrer l'amour et le confort matériel au fil de cette croisière. Et c'est là qu'on perd vraiment toute ressemblance avec la réalité. Jane Russell, en ce qui me concerne, en tout cas. Jane Russell, je sais pas si elle rencontre le confort matériel. Il est pas riche, le mec. Ouais, mais bon, ça va. Ils vont être classe oui, moyenne. C'est ça, elle a quand même un diamant au doigt, quoi. Donc, elle aura un pavillon en banlieue, ça ira. C'est ça. Le principe du film, quand même, à la base, pour aller un peu plus loin, c'est que Lorelai, donc, qui est jouée par Marilyn Monroe, est sur le point de se marier avec un homme très riche. Elle va à Paris pour se marier avec lui, pour l'épouser, mais elle prend le bateau toute seule. Donc, son futur mari, parce qu'il connaît un peu sa future épouse, demande à sa meilleure amie, Jane Russell, la meilleure amie de Lorelai, de l'accompagner et de jouer le chaperon le temps de la croisière. Sauf que le père du futur mari, qui est très méfiant de cette future belle-fille et n'a aucune envie de la voir arriver dans sa famille, embauche un détective privé qui lui aussi va dans la croisière et donc évidemment va y avoir des quiproquos et surtout que Lorelai a très envie de se dégoter des diamants en général. Voilà. C'est un film qui est adapté d'une comédie musicale qui était sur Broadway en 1949, qui a été un gros succès, qui était une comédie musicale qui était elle-même adaptée d'un livre qui a été publié en 1925. Et quand on regarde le synopsis de la comédie musicale, l'histoire est quand même assez différente. J'en reparlerai, mais il y a des gros changements qui ont été faits dans l'histoire. Enfin, elles vont quand même en croisière et il y a cette idée de... l'une d'entre elles est un peu vénale et a envie d'épouser quelqu'un de riche et l'autre est beaucoup plus attirée par les petits plaisirs et pas par le luxe, quoi, et par les clochards. Mais l'histoire a été quand même profondément changée et plus allégée. Il y a moins un côté... Enfin, dans la comédie musicale d'origine,
Lorelai a une histoire un peu sombre dans son passé où elle a tué un homme qui avait essayé de la violer. Donc, et c'est un secret qu'elle ne veut pas que son futur mari découvre. Et c'est un peu ça le cœur la tension entre elle et son futur mari, quoi. C'est un peu comme Breakfast at Tiffany's où ils te sortent des dingueries en plein milieu du film où c'est tout doux et puis d'un coup t'as un truc hyper dark. Vraiment, les films à l'époque étaient... Ouais, très clairement. Ils savaient s'amuser, quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, on peut voir une qualité aussi. C'est-à-dire, bon, après, c'est Truman Capote qui a écrit Breakfast at Tiffany's. Donc, il avait une part d'amusement très clairement et de charisme, mais aussi une part très sombre. Donc, c'est pas étonnant. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire que c'est... des filles de cabaret et donc la façon dont elles sont écrites souvent à cette époque, c'est qu'il y a un passé un peu sombre pour expliquer aussi leurs mœurs plus légères, quoi. Ouais. Et du coup, les comédies musicales à l'époque, il y avait 5 chansons dedans sur Broadway parce que c'est très surprenant. Dans le film, il y en a très peu. Ouais. Alors que les adaptations de Broadway qu'on voit au cinéma maintenant sont très maximalistes. Il va y avoir 20-25 chansons. Là, il y en a 5 ou 6 dans le film. Ça paraît très faible par rapport aux adaptations modernes de comédies musicales de Broadway, je trouve. Mais si tu regardes Chantons sous la pluie, il n'y a pas beaucoup plus de chansons. C'est plus les comédies musicales à l'écran de l'époque. Il y en avait plus. En tout cas, sur la comédie musicale sur Broadway, il y a beaucoup plus de numéros. Ça a été coupé, et puis parce que justement... j'espère pour eux, hein, parce que voilà. Sinon, vu le prix de la place, je me souviens, ils chantent 20 minutes, tu repars. C'est ça, et puis sur Broadway, t'as pas le charme, justement, du film en Technicolor que tu peux avoir avec Marilyn et Jane Russell qui rentrent dans la grande salle de la croisière, habillée tout en paillettes. Enfin, il y a un truc beaucoup plus... Le film apporte assez de glamour pour ne pas avoir à mettre 15 numéros en plus, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est suffisant, le nombre de numéros musicaux. Ah oui, moi aussi. Vraiment, je trouve que la partie musicale est vraiment pas la plus intéressante du film. Donc, ça me dérange pas du tout qu'il y en ait que 5, quoi. Est-ce que c'était parce que je chantais pendant la partie musicale? En partie. Non, mais c'est vrai que c'est aussi, après, encore une fois, c'est un film que moi, j'ai pas revu des milliards de fois comme toi, donc je vais pas trop chantonner les chansons, mais je les trouve pas hyper entraînantes. Enfin, j'ai pas envie de les chanter à tue-tête pendant des années après les avoir vues, quoi. Ah, moi, oui, pour le coup. Enfin, non, vraiment, c'est même pas que j'ai envie, c'est que je les chante à tue-tête depuis l'adolescence, quoi, régulièrement. Et là, par exemple, depuis qu'on a vu le film, je les chante régulièrement chez moi. Je fais des numéros devant ma fille pour la distraire. Passons un peu aux personnages, surtout aux 2 personnages principaux. On va commencer par la moins emblématique pour aujourd'hui, quoi. C'est Dorothy Shaw, qui est jouée par Jane Russell. Comment tu la décrirais, Dorothy? Comme je l'ai dit, elle est brune, sarcastique, et elle collectionne les clodos. Je reprends ses propres termes. I mean, she's never been interested in anyone worthwhile. No taste, eh? No, I'm a hobo collector. I might even find room for you. Mais c'est vraiment marrant parce qu'en fait, dans le vocabulaire actuel, on emploie souvent le terme clochard, ce qui est d'ailleurs pas très sympa, pour parler des mecs tout pourris que les meufs se coltinent. Ouais, c'est pas sympa pour les clochards. Pour qualifier en fait des fuckboys un peu nazes, quoi. Donc c'est vraiment très marrant de voir un film qui a 70 ans, dans lequel la meuf dit « je collectionne les clochards ». Enfin, c'est comme quoi tout est un éternel recommencement. Elle est présentée comme la plus intelligente des deux, même si évidemment le film montre assez vite elles sont toutes les deux intelligentes, peut-être pas de la même manière. Et elle ne s'intéresse pas à l'argent des hommes qui lui plaisent, ce qui est un grand défaut selon son amie. Et elle est... elle a très envie de pécho quand même sur ce bateau. Ce qui est intéressant, c'est que Jane Russell, à l'époque, elle était célèbre pour avoir fait le banni de Howard Hughes et pour avoir été vachement objectifiée dedans. Son décolleté était devenu très, très, très célèbre. Et là, elle est beaucoup plus couverte que Marilyn dedans et c'est elle qui objectifie les hommes, en fait. Ouais. Elle a un numéro entier où elle est en train de les mater, et surtout, dès qu'elle voit en fait, des athlètes, elle est en mode... Il y a un côté assez moderne là-dedans, parce que du coup, c'est une femme qui est plus en train de prendre les hommes pour proie que l'inverse, en l'occurrence. Bah oui, elle a la dalle. Ouais. Et c'est une représentation dont on a besoin. C'est ça. Tu t'es identifié à elle sur certains aspects. No taste, eh? No, I'm a hobo collector. I might even find room for you. Ouais, c'est totalement vrai. Moi aussi, je collectionne les clochards. Si vous vous sentez visé, vous avez raison. En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on parle des hommes préfèrent les blondes, rien que dans le titre, en fait, on a l'impression que c'est le film de Marilyn, mais c'est vraiment un film avec 2 stars. Et dans l'intrigue, ça se ressent aussi, quoi. Que c'est pas forcément Marilyn le cœur du sujet. En fait, je crois que c'est ça qui m'avait peut-être surprise la première fois, c'est que
J'avais capté que c'était pas vraiment un film sur Marilyn et que c'était plus l'autre qui était l'héroïne de la rom-com en fait. Oui, c'est ça. Après, j'en parlerai, mais en gros, Jane Russell, elle a gagné, je crois, 5 fois ce qu'a gagné Marilyn pour ce film. C'était elle la star. Oui, et d'ailleurs, pendant tout le début du film, je pensais que c'était Rosalind Russell, et tu me disais, c'est une personne que tu as inventée, Rosalind Russell n'existe pas. En fait, Rosalind Russell, c'était la star de His Girl Friday, ah, oui, d'accord. La Dame du Vendredi, qui est une comédie romantique screwball que j'adore, et du coup, j'ai un peu mélangé les deux Russell. Et qui est réalisé par Howard Hawks aussi, le même réalisateur que Les Hommes préfèrent les blondes. Tout à fait. Et pour la rémunération, en fait, Marilyn a été payée 18 000 pour le film, tandis que Jane Russell a été payée 200 000. Ah, et oui. c'est une des raisons pour lesquelles Marilyn a été castée aussi, c'est parce qu'elle était pas chère. Elles sont restées copines après, parce que moi, ça m'aurait vraiment foutu les boules. Hein. Ah bah, je sais pas si elles étaient copines avant, mais c'est peut-être le moment de te dire, Marie, que je suis rémunérée 5 fois plus que toi pour ce podcast. Waouh, je suis heureuse pour toi, écoute, mais... Donc Marilyn, justement, qui, même si elle a été payée que 18 000, est vraiment la star du film. Enfin, c'est le personnage le plus mémorable du film, en tout cas. Elle joue Lorelai Lee. Comment tu la décrirais, Lorelai ? Elle est très amusante. Elle est très simple mentalement. En tout cas, elle veut faire croire qu'elle est simple mentalement. Toi, tu penses qu'elle est vraiment simple mentalement ? Ouais, en fait, elle est pas bête, mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est il y a une certaine franchise dans sa manière d'être, c'est-à-dire que elle est intelligente sur certains points, et comme elle le dit elle-même, elle est intelligente quand c'est important de l'être, mais elle est pas particulièrement subtile, je dirais, mais c'est pas du tout une insulte. Elle a une forme de sincérité, en fait, qui est très captivante et intéressante dans sa manière d'être. Elle veut un confort matériel et elle aime beaucoup les diamants. Et elle sait clairement faire semblant d'être bête quand il le faut. Mais elle a une certaine naïveté aussi par rapport à... en fait, ça dépend des scènes, mais clairement, le scénario, à certains moments, choisit quand même de la décrire comme une personne naïve. Quand elle joue la chèvre et le cobra avec le vieux, oui. Tu vois, et qu'elle est avec sa copine et qu'elle lui raconte après, elle a pas l'air d'avoir trop compris qu'elle était dans une position embarrassante avec ce vieux mec qui voulait la tripoter, tu vois. Ça, c'est un paradoxe qui a toujours été très présent dans la carrière de Marilyn et dans son image, c'est qu'elle était à la fois ultra infantilisée et très naïve et donc inoffensive un peu, et en même temps ultra sexualisée et sexuelle. Et c'était cette ambivalence qui attirait aussi les gens, et ça, tu le retrouves totalement dans ce personnage, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle a ce côté totalement naïf, et en même temps, c'est une bombe qui sait user de ses charmes aussi, et on le comprend dans le film. Le truc du cobra, moi, la façon dont je l'interprète, c'est qu'elle est tellement rentrée dans un personnage qu'elle en sort pas très souvent, en fait. Qu'elle décide d'en sortir quand ça l'arrange ou quand elle en a vraiment besoin, mais que le reste du temps, elle joue à l'ingénu parce que ça correspond à ce qu'elle a envie d'être, quoi. Mais j'ai l'impression qu'elle est bien plus intelligente qu'il n'y paraît, en tout cas. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, elle est intelligente, mais en fait, même si elle sait user de ses charmes, et elle l'affirme, en fait, ouvertement, donc c'est un personnage qui paraît pas du tout manipulateur. Et quand elle dit à la fin, il faudrait qu'il me prête $50 000, ça va me prendre 1h45. Elle calcule tout de suite dans sa tête combien de temps il va lui falloir pour pécho le montant dont elle a besoin. Mais la manière dont elle le dit est très franche et, oui. Tu vois, c'est ce paradoxe-là que j'aime bien, c'est-à-dire qu'un personnage similaire, peut-être aujourd'hui ou à d'autres moments, serait écrit justement avec une attitude beaucoup plus manipulatrice. Et elle ne semble pas manipulatrice. Et par exemple, quand au début, son futur mari lui donne une lettre de crédit et qu'elle lui dit « Oh, tu m'as écrit une lettre, c'est trop mignon », on n'a pas l'impression qu'elle est en train de se foutre de sa gueule. On a vraiment l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'est une lettre de crédit. Je pense qu'elle n'a pas de culture, tu vois. Elle sait pas où est Paris ou des choses comme ça. Mais je pense qu'après, elle est... Enfin, pour moi, le film limite, au fond, les personnages les plus stupides du film, c'est les hommes, en fait. C'est-à-dire que, c'est sûr, elle est très ouverte sur le fait qu'elle manipule tout le monde et qu'elle veut des diamants ou des choses comme ça. Mais les hommes autour d'elle se laissent complètement prendre au piège, alors qu'elle dit qu'elle est vénale, en fait, et qu'elle est intéressée par l'argent et les diamants, parce qu'ils sont totalement aveuglés par leur attirance pour elle, en fait. Donc, le film, au final, ce qui est marrant, c'est que les personnages les plus bêtes et les plus crédules, c'est les hommes qu'elle arrive à... Elle les arnaque même pas, parce qu'en fait, elle est honnête sur ses objectifs, quoi.
Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'elle est vraiment très honnête et très franche dans sa manière d'être. Et toute l'intrigue un peu policière tourne autour d'un diadème qu'elle va chercher à acquérir. Et à la fin, quand elle est accusée de l'avoir volé, à aucun moment elle ment, en fait. Elle dit tout de suite, bah oui, j'ai ce diadème en ma possession. Et je trouve que c'est très rafraîchissant de voir un personnage comme ça qui aurait pu être écrite avec beaucoup plus de manipulation et de malveillance. Pas du tout, elle est très entière, quoi. Le film porte sur elle un regard bienveillant. Souvent, les films à cette époque, les films de Marilyn aussi, elle avait fait d'autres films avant. Elle avait fait Monkey Business, par exemple, où elle était aussi dans All About Eve. Et elle avait été repérée, et surtout, elle avait des photos d'elle nue qui avaient circulé, qui l'avaient rendue très célèbre. Mais dans Niagara, c'est un peu le film qui va la propulser. C'est juste avant Les Hommes préfèrent les blondes, c'est la même année. Et dans ce film-là, elle est très sexualisée, mais elle meurt. Et en fait, en plus, le moment où elle meurt va être un moment qui va être utilisé pour la sexualiser davantage encore, parce que quand elle fuit la mort, elle a une démarche chaloupante, enfin elle court, et en fait on voit ses fesses. Et le film va utiliser ça comme promo pour vendre le film aux spectateurs, de dire c'est la marche la plus longue de l'histoire, pour les attirer, pour venir voir le cul de Marilyn, en gros, à l'image, quoi. Et c'est vraiment horrible, parce qu'on se dit c'est l'histoire d'une femme, en plus, je crois qu'elle est tuée par son mari dedans, et ça c'est sexualisé quand même, quoi. Et là, le film, en fait, lui donne un happy ending et a une vision très... à aucun moment, il la condamne. Au contraire, il est vraiment de son côté, j'ai l'impression. Ouais, et c'est très très rare, même encore aujourd'hui, parce que ça, c'est un trope dont on a énormément parlé, notamment quand on parlait de cinéma d'horreur, le fait que les femmes sont souvent punies pour leur sexualité. Alors après, dans les films d'horreur, les garçons aussi, généralement, mais c'est un des clichés les plus nocifs de l'histoire de la pop culture, justement, de transformer les femmes sexualisées en salopes qui méritent un destin tragique ou violent. Donc c'est vrai que c'est très chouette de voir un film aussi positif et léger sur deux personnages féminins comme ça. Dedans, c'est du pur Marilyn, c'est-à-dire qu'elle a une voix totalement à la fois enfantine et sensuelle. Tu penses quoi de ses manières à elle ? Bah moi j'adore. En revoyant le film, je me disais mais elle me rappelle quelqu'un, Marilyn, et notamment dans ce film, et je trouvais plus qui c'était. Et en fait, j'ai eu un déclic. Ma mère a une amie. Je croyais ta mère. J'ai rencontré ta mère. Non, mais cette amie-là, c'est Marilyn en fait. Enfin, c'est vraiment fou. Et on n'est pas en 1950, on est en 2025. Mais moi, je la connais depuis que je suis née, et elle parle comme ça. Elle a la même voix et les mêmes maniérismes. Pour moi, ça me paraît pas du tout offensant ou ridicule ou affecté, parce que je connais une femme qui se comporte exactement comme ça, et c'est pas du tout crispant. Enfin, c'est sa manière d'être, quoi. Et donc, je sais pas si elle a grandi en regardant des films de Marilyn ou quoi, mais moi, je trouve ça très charmant. Enfin, je suis comme tout le monde sur Terre, en fait. C'est-à-dire que je suis extrêmement charmée par Marilyn Monroe, qu'on voit qu'elle est extrêmement talentueuse et intelligente, enfin, dans sa manière de se comporter à l'écran. Et donc, je suis captivée et je la trouve jamais crispante, et je trouve pas ça infantilisant non plus, sa manière de jouer ce personnage, parce qu'on sent qu'il y a une lecture sur ce personnage, qu'elle le fait pas en étant elle-même manipulée dans la manière dont on a écrit Lorelai. Bon, de toute façon, c'est connu aujourd'hui que Marilyn était très intelligente et qu'elle avait une soif de savoir, elle a été mariée à Arthur Miller, elle lisait énormément, elle écrivait aussi. À l'époque, elle était conçue comme une sorte de bulle vide, quoi. Mais ce film, c'est un des rares films qui, justement, joue de cette profondeur un peu cachée et qui en fait pas quelqu'un de complètement neuneux et superficiel, quoi. Ouais, bah c'est un film qui la met vraiment en valeur, alors que celui où elle est avec son voisin, là, comment ça s'appelle déjà ? 7 ans de réflexion. Ouais, 7 ans de réflexion, c'est... Moi, quand je l'avais découvert, ça m'avait un peu catastrophé, quoi. Justement parce que j'ai connu Marilyn et son image avant de connaître les films de Marilyn. Et quand j'avais vu 7 ans de réflexion... je m'étais dit, mais c'est vraiment pas hyper flatteur comme personnage. Je me souvenais plus, je l'ai pas vu depuis le lycée, celui-là. Mais il faudrait que je le revoie. Moi, il y a un autre film qui est sorti la même année, juste après Les Hommes préfèrent les blondes, c'est Comment épouser un millionnaire. J'adore ce film, c'est avec Lorraine Bacall. Et avec une autre, je me souviens plus de son nom, mais qui était un peu la blonde platine du moment et qui a été remplacée du coup par Marilyn, la pauvre. Et elles sont toutes les trois, et c'est vraiment, elles louent un grand appartement pour inviter des hommes et pour trouver un millionnaire. Beau projet. Exactement.
Et dedans, Marilyn est myope et ne veut pas mettre ses lunettes parce qu'elle pense que ça l'enlaidit. Et du coup, il y a plein de moments comiques liés à ça parce qu'elle se prend des murs, évidemment, et des choses comme ça. Mais dans mon souvenir, je l'ai vu plusieurs fois ce film, je l'aime beaucoup, mais il n'y a pas ce sous-texte de se dire qu'elle est beaucoup plus intelligente qu'il y paraît. Il y a vraiment, elle joue vraiment sur l'aspect comique de la blonde un peu bébête qui a qu'une idée en tête, c'est se marier et qui est prête à se prendre des murs dans la tronche et des poteaux parce qu'elle veut pas s'en les dire, quoi. Il y a un truc qui est un petit peu gênant et bon, c'est un produit de l'époque et de l'image de Marilyn aussi, c'est qu'elle dit énormément daddy. Beyoncé aussi, Beyoncé dit daddy dans ses quand elle parle de Jay-Z et c'est un gênant pas possible, mais c'est genre petit papa quand même, papounet. Et du coup, elle appelle son copain daddy dedans et ça nous a pas mal gêné. Daddy. Non, c'est là qu'il y a My Heart Belongs to Daddy. Non. Ça, c'est le milliardaire. Bah, ça gêne surtout toi. Moi, ça me gêne pas trop, Daddy. Ah ouais, moi vraiment quand elle fait Daddy avec sa voix de. Enfin, et puis je disais Le Milliardaire, c'est le film qu'elle a fait avec Yves Montand, avec qui elle a eu une liaison. C'était très connu. Enfin, en tout cas, c'est la rumeur. Et dedans, il y a Mon cœur est à papa, You know, le propriétaire. Et c'est tout une My Heart Belongs to Daddy. Elle a fait une autre chanson où elle parle de Daddy aussi. À un bout d'un moment, elle a arrêté avec Daddy, quoi. Et surtout, ça participe de cette image. Marilyn Monroe ne savait pas qui était son père. Sa mère était une femme plus libre que beaucoup de femmes à son époque. Ça lui a aussi évidemment causé du tort. Et Marilyn ne savait pas qui était son père. Sa mère n'était pas capable de lui dire. Enfin, la rumeur, c'est que c'était un mec d'un studio d'Hollywood, mais qui n'a pas voulu la reconnaître parce qu'il était marié. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi. Et donc, elle avait des daddy issues, très clairement. Elle jouait là-dessus. Enfin, c'est même pas qu'elle jouait là-dessus, c'était célèbre. Et elle était tout le temps en quête de figure paternelle, quoi. Moi, je pense que j'ai de l'affection pour ça parce que, en plus, c'est tellement répandu. Enfin, c'est Gus dans le film, c'est le OG Sugar Daddy, et donc le fait qu'elle l'appelle tout le temps Daddy me choque pas plus que ça parce que c'est vraiment un Sugar Daddy. Oui. Et ceci dit, c'est un Sugar Sonny, quoi, parce il est jeune, quoi. Enfin, c'est. Oui, mais justement, elle le flatte en disant ça. C'est une figure d'autorité dans le sens où il a une autorité financière sur elle, et ça, on va creuser un petit peu cette question-là. Mais même s'il n'est pas plus âgé, il a un pouvoir financier qui l'attire énormément, elle, et c'est quelque chose qui est encore extrêmement répandu aujourd'hui. Et moi, je connais beaucoup de meufs qui ont des daddy issues ou qui sont attirées par des hommes beaucoup plus âgés ou qui sont rassurées par les figures d'autorité ou excitées par les figures d'autorité. Et donc, moi, ça me choque pas, ça m'amuse parce que c'est justement, enfin, c'est un truc qui est censé être tabou, mais en fait, c'est tellement fréquent que... Oui, bien sûr. Non, c'est vrai et elle l'assume. Mais c'est juste que je pense qu'il y a un côté où... ça va être émoustillant pour beaucoup d'hommes qui vont regarder ça, surtout à cette époque. Et oui. ça me... je suis un peu genre... calmons-nous. En fait, c'est ça que je trouve intéressant dans le film, c'est que à la fois, j'ai l'impression c'est peut-être pas le premier, mais c'est un film qui cristallise plein de clichés assez nocifs qui sont reproduits non seulement dans la pop culture, mais aussi dans la réalité, et notamment cet ascendant des hommes plus âgés et plus riches qui vont se balader au bras d'une femme bien plus jeune et sans doute plus vulnérable. Et en fait, le cliché de la femme vénale aussi, c'est quelque chose qui est hyper nocif. Oui, et manipulatrice. Ouais, voilà. Et encore aujourd'hui, ça fait beaucoup de dégâts. Il y a plein de mecs qui ont peur d'être manipulés par les femmes ou qui refusent même d'inviter, par exemple, une meuf au resto parce qu'ils disent « mais moi, je veux pas qu'on me drague pour mon argent », des trucs comme ça. Ou des incels qui pensent que s'ils sont célibataires, c'est parce qu'ils sont pas riches et pas musclés, quoi. Exactement. Et donc, tout ça, je dis pas que c'est ce film qui a créé ça, mais en fait, il cristallise quelque chose qui perdure encore aujourd'hui et une image assez nocive des rapports genrés. Mais en même temps, la manière dont il le fait est tellement frontale que je trouve ça très jouissif, justement. Ouais, moi aussi. Ce que ce film fait aussi, c'est qu'il s'amuse beaucoup de la figure de la fille superficielle qu'on a tendance à sous-estimer. C'est quelque chose dont on a parlé dans notre livre sur les anti-héroïnes de série, sans vouloir plugger. On a tout un chapitre sur les superficielles où on parle de ça, et notamment on avait écrit sur Rachel, sur Mindy Lahiri dans le Mindy Project, sur Gabrielle Solis. C'est un personnage qui est très fréquent, et je me demandais aussi, je sais qu'on a chacune un film qu'on adore qui reprend ce trope.
Donc, je pose la question, c'est un peu artificiel, mais c'est quoi ton film préféré dans ce sous-genre, quoi? Oui, bah, je sais quel est le tien et tu sais quel est le mien, mais moi, c'est évidemment La Revanche d'une blonde. Ouais. Elle Woods est une icône. C'est donc un personnage qui est incarné par Reese Witherspoon. C'est la blonde d'une sororité qui est maquée avec un mec très riche et qui ne la respecte absolument pas. Et quand il la largue, elle décide d'être acceptée à Harvard pour le reconquérir et pour faire ses preuves aussi. What? Like it's hard? Et on découvre que elle est très intelligente depuis le début, mais qu'elle a aussi des passions superficielles qui font que personne ne la prend au sérieux. Et moi, c'est un film qui m'a donné envie d'étudier parce qu'il y a un studying montage dedans et que jamais j'avais trouvé ça aussi cool de réviser à la librairie le soir, enfin à la bibliothèque le soir. Et j'adore ce personnage. Je connais ce film par cœur. Je pense que c'est un grand film féministe et je l'aime pour les mêmes raisons que tu adores Les hommes préfèrent les blondes et aussi l'autre exemple dont tu vas sans doute nous parler tout de suite. Bah, c'est Clueless, évidemment. Ouais. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est des blondes, évidemment. Et je pense que Les hommes préfèrent les blondes est l'ancêtre de ces films-là. C'est très clair, ça se sent. Clueless, c'est aussi une adaptation d'Emma de Jane Austen, donc il y a cet aspect-là aussi dedans, même si Emma, c'est très clair qu'elle est intelligente depuis le début. Mais dans Clueless, comme c'est une jeune blonde californienne qui est extrêmement riche et superficielle, on a tendance à penser qu'elle est très bête. Et le film montre tout au long qu'elle est superficielle et complètement déconnectée de la réalité, mais on comprend aussi qu'elle est beaucoup plus maligne et intelligente qu'on pourrait le penser, et que son pouvoir de persuasion, qui lui fait augmenter ses notes à chaque trimestre, n'est pas à minimiser non plus, quoi. Que c'est un talent assez important à avoir. Moi, j'adore de toute façon les personnages superficielle. C'est toujours le fruit d'énormément de comédie, d'énormément de décalage, et c'est assez jouissif quand soi-même on aime les potins, la mode et le genre d'activités qui sont totalement méprisées parce que trop féminines ou trop justement futiles, de les voir glorifiées de façon aussi jouissive à l'écran, quoi. Et que en fait c'est des personnages qui n'abandonnent jamais cette partie d'elles-mêmes, oui, c'est-à-dire que leur intelligence est révélée au fil du récit, mais elle reste superficielle jusqu'au bout. Et je pense que c'est vraiment une étape de construction pour énormément de meufs, si ce n'est vraiment toutes les meufs. C'est-à-dire que on grandit, ni toi ni moi ne sommes blondes, enfin on se balade pas, on n'est pas habillées comme Elle Woods ou les héroïnes, enfin l'héroïne de Clueless, comment elle s'appelle déjà? Cher Horowitz. Ah oui, c'est ça, Cher Horowitz. Mais je pense qu'on s'identifie beaucoup à ça parce qu'on a grandi, enfin en tout cas moi je sais que j'ai grandi avec l'idée fausse qu'il fallait choisir. Et que tu devais soit choisir la voie pipelette, futile, enfin qui aime draguer les garçons et qui veut sortir boire des verres, ou l'intello qui du coup doit s'habiller de manière austère, ne pas être trop sexualisé ou trop féminisé dans sa manière de se présenter, parce que sinon on va pas la prendre au sérieux. Et on doit toujours jouer sur cette corde, j'ai l'impression, quand on est adolescente et qu'on est en construction, et c'est vraiment pénible. Et il y a plein de filles en fait qui vont appuyer plus sur un côté ou sur l'autre, je pense pour se protéger, quoi. Bah oui, c'est tout le truc de la cool girl aussi, de montrer qu'en fait on est cool et on est plus masculine que ça, enfin, et parce que nous on n'est pas comme les autres filles, par quoi. Les mecs. Ouais, voilà. Exactement. Pour surtout ne pas être méprisé, en fait, que d'être comme les autres filles, quoi. Enfin, c'est vraiment et d'avoir des intérêts. J'ai pris des réflexions, mais vraiment de certains profs en fait, quand j'étais jeune, qui commentaient mon physique, qui me disaient que j'étais pas assez jolie, qui me qualifiaient de pipelette, enfin vraiment des trucs insupportables, qui me disaient que je ferais pas de grandes études parce que, enfin voilà, je bavardais au fond de la classe. On n'a pas le droit à différentes dimensions, quoi, en tant que fille. Et je pense que c'est, enfin bref, là je pars en tangente. Non, mais moi j'avais une prof de latin. Ce film est jouissif aussi, quoi. J'avais une prof de latin qui avait dit que j'étais futile et superficielle à ma mère. Ce qui est un peu deux choses qui sont les mêmes choses. Enfin, peut-être. Ouais, et puis ça devrait pas forcément être un gros défaut. Après, j'avais 4 dans sa matière. Donc... Oui, mais moi aussi, j'avais des très mauvaises notes dans certaines matières, mais j'étais aussi très intelligente de plein d'autres manières. Et je trouve que c'est très difficile, de se construire avec toutes ces injonctions contradictoires. Et c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce film. C'est aussi le fait que... C'est célébré, quoi. C'est célébré. Et à une époque où on est imbibé de personnages de cool girl en permanence, que ce soit dans la pop culture ou dans la vraie vie, avec Jennifer Lawrence, dont on a déjà parlé, il y a quelque chose de très rafraîchissant à voir des personnages féminins qui sont ouvertement futiles, qui cherchent l'amour aussi,
aussi, ouvertement. C'est-à-dire que même le personnage de Jane Russell, qui est censée être la plus terre-à-terre, sarcastique des qui deux... est un peu la cool girl du film, quoi. Exactement. Mais en fait, ce qu'elle veut, c'est choper. Et elle est très attirée par les beaux garçons. Elle n'est pas en train de dire « moi, je cherche de l'intellect ». Non, oui. Et donc, il y a quelque chose de très rafraîchissant là-dedans, parce que c'est des personnages qu'on voit moins aujourd'hui, parce que c'est aussi la conséquence de plein de combats féministes, de montrer que les femmes pouvaient être autre chose que attirées par les hommes et rechercher de la futilité. Et c'est très bien, mais du coup, on est aussi parfois allé vraiment de l'autre côté. Et donc... paradoxalement, c'est jouissif aujourd'hui de voir ce film qui date d'il y a 70 ans et qui nous montre juste des meufs qui cherchent l'amour et qui sont très féminines, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, je pense que ce qui est jouissif, parce que justement, le film, il est le fruit de son époque, c'est pour ça que ces femmes, elles sont en quête d'amour et que ça se finit par un double mariage. Mais le film a aussi l'intelligence de les montrer comme des femmes intelligentes. Et donc, on le regarde pas en se disant « j'ai pas envie de voir ça », quoi. Ouais. Enfin, où c'est vraiment... quelle horreur, c'est hyper réducteur et rétrograde. C'est pas du tout le cas, en fait. On comprend que c'est des femmes qui, malgré leur position, justement, de vulnérabilité financière, sont dans le contrôle. Et qu'elles ont tendance à, justement, maîtriser les hommes qui les entourent. Je pense que c'est une vision totalement idéalisée de cette époque et de situations comme ça. Mais c'est très plaisant de le voir à l'écran, quoi. C'est pas un film une comédie, particulièrement de toute façon, réaliste. On n'est pas sur du Ken Loach. Non, vraiment pas. Dans le récit, et c'est aussi des femmes qui placent leur amitié avant tout le reste, y compris l'amour. Et pour moi, c'est ça le plus beau moment du film, c'est quand le personnage de Jane Russell dit au détective, elle fait une déclaration. There's a certain young man that Dorothy likes. In fact, she's very fond of him. And Dorothy would never speak to this man again if he ever did anything to hurt me, Lorelai. Elle dit, je suis amoureuse de toi, mais si tu fais quoi que ce soit qui puisse blesser ma meilleure amie, je ne te parlerai plus jamais. Ouais. Et en fait, c'est magnifique, c'est parce que c'est une déclaration d'amitié qui passe au-dessus de la déclaration d'amour. La brune et la blonde, c'est des duos qui ont tendance à être mis en rivalité dans l'histoire d'Hollywood. En général, il y a plein de clichés autour de ça. C'est même mis en rivalité, je pense, dans la perception de ce film. On est tout le temps en train de les opposer, mais le film ne fait vraiment pas ça. C'est-à-dire que dedans, elles sont extrêmement solidaires, quoi. Et même, le personnage de Jane Russell, si mes souvenirs sont bons, à un moment dit qu'elle a le droit de critiquer Lorelai, mais que personne d'autre a le droit de le faire, quoi. Et il y a... comme toutes les copines, quoi. Exactement, mince, quoi. C'est la base. C'est un film merveilleux. Hein. On n'a même pas commencé à parler de la musique, désolé. Mais je voulais juste qu'on parle quand même de la question de l'argent, qui est abordée donc de façon très très frontale dedans, puisque Lorelai est un personnage profondément vénal et qui s'assume comme tel. Ce qui est marrant, c'est que le film est assez convaincant sur les mérites de l'approche de Lorelai, c'est-à-dire qu'il se met un peu de son côté. Et il y a un moment où elle dit carrément... les hommes sont attirés par les femmes parce qu'elles sont jolies. Être attiré par un homme parce qu'il a de l'argent, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est tout aussi superficiel. Exactement. Et ça sert notre propre intérêt, quoi. Exactement. C'est une hymne à l'autonomie financière. Un hymne, hein, donc. Comme Lorelai, j'ai des petites lacunes. Et d'ailleurs, moi, c'est marrant parce qu'en le regardant, ça m'a rappelé une tendance récente. C'est très TikTok 2025 comme philosophie. Parce que si vous allez sur TikTok aujourd'hui, de toute façon, c'est un discours qui est un peu le contre-pied du discours féministe d'autonomie financière qu'il y a depuis des années. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans notre quête d'autonomie financière totale, on se faisait parfois un peu avoir. Parce qu'on se retrouvait parfois à vouloir payer le date à tout prix, alors qu'il y a un coût et une charge financière au dating pour les femmes qu'il n'y a pas, par exemple, pour les hommes. Mais on ne le compense pas au moment du repas ou des choses comme ça. On s'est rendu compte qu'il y avait des déséquilibres financiers et qu'en essayant d'avoir l'égalité totale, on n'avait pas forcément une équité, quoi. Disons que quand un mec nous invite lors d'un date, il y en a certains qui diront que c'est rétrograde, mais en fait, c'est censé compenser justement cette charge financière qui est invisible pour beaucoup d'hommes, mais ils réalisent peut-être pas qu'on a dépensé parfois pas mal d'argent pour être séduisante. Oui, dans un monde parfait, il n'y aurait pas de charge financière pour être séduisante. Et je suis totalement d'accord. Et on devrait toutes pouvoir... Mais on n'est pas dans ce monde-là. Et donc... Et il y a aussi des disparités juste de revenus
entre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Oui, évidemment. Voilà. Tout ça pour dire que l'égalité n'est pas l'équité, c'est quelque chose qui est une prise de conscience qui a eu, je pense, dans pas mal de discours féministes ces dernières années. Oui, puis il y a Titu Lecoq qui avait sorti Exactement. un livre et fait un podcast sur le sujet. Mais bon, après, quand on va sur TikTok, il y en a qui surcorrigent un peu et il y a tout un discours autour du fait d'être entretenue, très clairement, et d'être une femme, même pas au foyer, mais juste une femme entretenue. Et il y a plein d'influenceuses qui sont genre... Mon quotidien en tant que copine au foyer d'un homme très très riche, où c'est comme il y avait aussi la dernière tendance, c'est mon mec quand je propose de partager l'addition et en fait la meuf pousse un billet de 10 € alors qu'ils sont dans un super... et le mec dégage le billet, le fout par terre et sort sa carte bleue. Quoi. Putain, c'est fou, on n'a pas du tout le même algorithme TikTok, parce que moi c'est que des chats qui pètent en fait. Donc, non. Tu m'apprends plein de choses sur cette partie de TikTok que je ne connais pas. C'est très populaire. Moi j'adore regarder ça parce que ça me fait beaucoup rire et en même temps je trouve ça... délirant parce qu'en fait on surcorrige en reniant complètement toute ambition d'autonomie financière quoi. Et on oublie que on peut vraiment se retrouver dans une situation de dépendance et de violence économique et d'emprise économique si on pense comme ça. Et ce film fait penser à ça un peu parce qu'elle a tout un discours à un moment oui du coup où elle dit pourquoi vous me reprochez ça alors que je suis juste en train de penser à mon intérêt comme lui pense au sien quoi. Elle veut se protéger en fait. Quand on regarde ce film, on se demande un peu du point de vue de Lorelai, c'est est-ce que c'est ok de vouloir être entretenue ou pas quoi. Je pense que en fait c'est tout le paradoxe. D'un côté, elle veut se protéger et c'est comme ça qu'elle a choisi de le faire. Après, évidemment, tu l'as dit, quand on est entièrement dépendante financièrement d'un homme, ou même quand on ne l'est pas, c'est-à-dire quand on a les moyens de payer notre addition, notre loyer, etc., mais que l'homme avec qui on est insiste pour tout payer, ça crée un déséquilibre dans le couple qui peut très rapidement installer une emprise économique, mais aussi plus. Et en fait, avoir une autonomie financière, c'est une manière d'assurer très sérieusement et très pragmatiquement notre sécurité physique et mentale. Donc c'est très important. Après, on a toutes aussi un peu envie d'être baby girl. Oui, donc je peux voir les deux côtés, tu vois. C'est-à-dire que évidemment, elle, dans le contexte et l'époque de ce film-là, se marier à un homme riche lui garantirait plus de sécurité, justement. Oui, c'est sa seule. Il y avait très peu d'opportunités pour les femmes d'être autonomes financièrement. Elles n'avaient pas de compte en banque à leur nom en général. Donc évidemment, on n'est pas dans le même contexte aujourd'hui, et c'est ça qui est très chouette aussi dans le film, c'est qu'à la fin, elle nous dit qu'elle est véritablement amoureuse de lui et pas uniquement de son argent, et que justement, il la traite bien, contrairement à plein d'autres hommes millionnaires qui pourraient vouloir acheter l'amour de Lorelai, mais aussi très mal se comporter avec elle. C'est pas le cas de Gus, qui est un morceau de toast rassis, mais qui est très gentil. Et donc, le film est assez intelligent là-dessus aussi, de nous dire qu'au final, c'est quand même une histoire d'amour. C'est pas qu'une histoire de manipulation. À notre époque, à nous, évidemment, l'autonomie financière pour les femmes est cruciale. Et c'est vraiment, sérieusement, dangereux de dépendre financièrement d'un homme. L'autonomie financière, c'est très important. Lorelai, elle était là en 53, il faut pas oublier. Ce qui est marrant, c'est que Lorelai, elle finit par épouser Gus par amour, même si c'est pas vraiment le propos du film. Mais l'héroïne de la rom-com, c'est pas Lorelai, c'est Dorothy, puisqu'elle tombe amoureuse de ce détective privé. Je me souviens même plus de son prénom, tellement il est un peu inconséquent, comme tous les hommes de ce film. En fait, les hommes de film servent un petit peu à rien. Mais elle va finir par l'épouser, quoi. C'est Gus, ça? Mais non, c'est pas Gus. C'est un autre homme. Oui, c'est un détective privé. Ah oui. The one you're after is the blonde one. Oui. Ils sont chum, les mecs, dans ce film. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'après lui, il est mignon, il est pas... il est pas dreamy, quoi. C'est pas Cary Grant. Non, voilà. Ce que je me disais, surtout, il y a aucun homme dans ce film qui est une star, quoi. Mais bon, c'est elle, les stars. La vieille blasée, quoi. C'est pas Cary Grant, hein. Ça, c'est sûr. Tu trouves que la comédie romantique marche ? Oui, en tout cas, j'aime beaucoup les échanges que les deux personnages ont. Ils ont une bonne alchimie et de très bonnes répliques. Donc, ça prend pas énormément de place dans le film, mais je trouve que ça fonctionne bien. Oui, ça donne pas des papillons dans le ventre, très clairement. Non, c'est ça. En fait, c'est pas l'enjeu du film. On n'attend pas à la fin qu'ils se marient, qu'ils se mettent ensemble, comme ce serait le cas dans beaucoup de comédies romantiques plus ouvertement romantiques.
Mais c'est un très bon équilibre dans le film. En fait, c'est un film qui est très bien dosé, quoi. D'un personnage à l'autre, ça permet justement de pas s'ennuyer ou de pas se reposer sur des trucs un peu trop lourds, trop de rebondissements dans la comédie romantique. Enfin là, il y a vraiment le truc assez classique. Ils se plaisent, ils se chopent. Ensuite, il y a une espèce de désillusion où finalement ils se disent non, ça va pas marcher. Et à la fin, ils se remettent ensemble. Ça marche très bien. Bon, c'est aussi une comédie musicale et surtout, on va parler un peu des numéros musicaux, quand même. Bon, je suis fan de ce film, je suis fan des numéros musicaux de ce film, je les connais par cœur, je connais même les chorégraphies par cœur. Et bon, forcément, du coup, tu as eu droit à mes vocalises et c'était pas forcément... Malheureusement. As long as the guy's a millionaire. Rainbow to me then, my shadows will fly. Oh, you'll be gone for a while. They never did seem to mind at all. They came to the wrong side of the tracks. Ça va être long. Ouverture et fermeture de gourde très passive-agressive. C'est cet extrait. Ok. On a compris, tu connais les paroles. Je suis désolée, je peux pas m'en empêcher. Moi, je trouve que c'est un film qui est très chantable. Donc, Non, mais de toute façon, quand on connaît par cœur un morceau et qu'on adore, évidemment qu'on a envie de chanter. C'était pas mon cas, donc... Passons en revue les numéros. Il y a donc A Little Girl from Little Rock, qui est une chanson qui est chantée par les deux héroïnes. Donc, il y a une petite fille de petits cailloux. Voilà. Donc, Little Rock, qui est une ville de l'Arkansas, qui est un trou paumé. Enfin, ce qu'on comprend dans cette chanson, c'est que c'est deux ploucs qui vivaient en plus du côté un peu pauvre de la ville et qu'elles s'en sont sorties grâce à leur charme, quoi. Oui, et c'est aussi, enfin, ça nous place tout de suite le fait qu'elles ont de l'ambition et qu'elles ont surtout pas envie de re-atterrir exactement, et dans leur trou paumé, quoi. Ça nous plante aussi le fait qu'elles sont amies depuis longtemps. Dès l'ouverture, ça c'est le numéro d'ouverture, elles sont dans des robes rouges assez magnifiques. Et la chanson est entrecoupée par les crédits et ensuite on reprend la chanson après. Il y a un deuxième numéro qui arrive une fois qu'on arrive sur le bateau, c'est Bye Bye Baby. Et j'étais surprise parce que pour moi, c'est une chanson que je connais depuis petite pour une raison. Et visiblement, on n'a pas les mêmes refs. Tu connais cette chanson? Tu connais pas cette chanson? Enfin, j'ai vu le film, donc je connais toutes les chansons. Mais tu te souviens pas que c'était une pub Evian hyper répandue dans les années 90? C'était tout le temps à la télé, Bye Bye Baby. Non, je connais Bye Bye Birdie, mais je connais pas Bye Bye Baby. Ah ouais? Ah, c'était celle-là, donc je parlais qui est hyper connue, du coup. Et ouais, du coup... non, moi, je connais « Il me faut de l'eau ». De l'eau. Ouais, ça, c'est Volvic. Volvic, exactement. Mais on ne boit pas la même eau. Non, mais la pub Evian, c'était avec plein de bébés et ils étaient dans un geyser. Mais en fait, une fois que tu m'en as parlé, je voyais la pub visuellement, mais la musique m'avait vraiment pas marqué, quoi. Je pense que c'est aussi parce que j'ai découvert le film à l'adolescence et du coup, la pub était très fraîche dans mon esprit à l'époque. Donc, j'ai fait le rapprochement tout de suite en me disant « Ah, c'est de là d'où vient cette chanson » et depuis, ça m'est resté, quoi. Et tu crois que Nirvana a aussi une influence sur cette pub? Parce que ça fait quand même beaucoup de bébés dans l'eau au début des années 90, quoi. C'est possible. Après, alors, j'étais adolescente. Au début des années 90 non, justement, c'était pas le début des années 90, okay. Merci. C'était la fin des années 90, début des années 2000. Donc c'était... Ah oui, c'est-à-dire dans les années 90. Oui, mais je pense que c'était... à l'époque, t'es si vieille que ça. Non, mais elle a été diffusée pendant des années. Et c'était, je pense, vers 98, un truc comme ça. J'avais 10 ans, moi, quand c'était cette époque. Ah oui, mais elle est hyper connue. Les gens, écrivez-nous sur Instagram, dites-nous, confirmez que cette pub est hyper connue. Voilà. Mais j'adore cette chanson. Et puis en plus, en fait, les chansons sont très bien écrites dans ce film. Les paroles des chansons sont très marrantes. Et tu les adores, non? Ouais, je les adore vraiment. Non, mais c'est surtout, elles ont plein d'esprit, en fait. Il y a tout un truc où elle a dit qu'elle sera, quand elle parle à Gus pour le rassurer, dans la chanson, Marilyn, elle lui dit « Je serai dans ma chambre toute seule tous les après-midi avec mon journal intime. And that book by Mr. Gideon, c'est la Bible, quoi. » Mais enfin, tout est bien, je sais pas, c'est bien écrit, quoi. Voilà. T'aimes pas trop ce morceau, toi? Non, enfin vraiment, la plupart des morceaux de ce film n'ont pas suscité un grand enthousiasme. D'accord, bon. Vas-y, passe au suivant. Et ben, là, je parle que des morceaux du coup en double, en duo. Donc le dernier morceau en duo, c'est When Love Goes Wrong, qui est à une terrasse de café à Paris.
et qui a une ballade. Donc moi, je l'aime moins, même si elles ont je trouve que Jane Russell a une très belle voix dedans et tout ça, ça flatte bien sa voix, mais je le trouve un peu plus oubliable. De toute façon, toute cette partie du film, elle est un peu chiante. Bah déjà dans Paris, c'est un peu cringe leur vision de oui, Paris. Oui, bien sûr, mais ça c'est tous les films américains de l'époque. Ouais, et je suis assez philosophiquement opposée à ce qu'elles disent dans cette chanson justement, où elles disent quand ça va pas en amour, rien ne va. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse en fait. Enfin, ma vie n'est jamais aussi cool que quand je suis célibataire et qu'il n'y a pas un mec pour m'emmerder. Donc, j'aurais préféré un autre type de chanson. Oui, mais alors attends. On pourrait arguer que les mecs qui sont là pour t'emmerder, c'est ça qui va pas en amour, alors que quand on est célibataire et tranquille et qu'il n'y a pas un mec pour t'emmerder, ça va bien. Oui, après, c'est sûr que quand t'es en méga déprime de rupture, la vie ne va pas très bien. Quand t'es seule, ça va pas forcément mal en amour, c'est juste que... Ouais, c'est ça, mais t'as souvent aussi, il y a quand même ce truc, on parle souvent du glow-up post-rupture, oui, et c'est souvent pour les femmes, en fait, où... oui, c'est la libération. Ouais, et en fait, tu découvres ou redécouvres plein de passions, et tu renais un petit peu, et t'as jamais été aussi belle et sexy et passionnante que quand tu sors d'une relation, donc... Voilà, juste, je dis ça comme ça, quoi. Et ensuite, on a chacune a son numéro emblématique. Donc, moi, c'est 27. D'accord, ok. Et donc, le numéro emblématique de Dorothy, joué par Jane Russell, c'est un numéro qui s'appelle Ain't There Anyone Here for Love, où c'est le numéro, en fait, où à bord de cette croisière incroyable, quand même, ils ont une piscine. Enfin, bon, je sais que les croisières, c'est comme ça, mais le bateau est ouf. Ouais. Il y a toute une équipe d'athlètes olympiques ouais. Qui donc s'entraînent, et elle chante au milieu d'eux, et elle se demande, dis donc, c'est pas possible, vous êtes tous là pour vous entraîner, vous êtes pas là pour l'amour, quoi. Tu m'avais dit que t'avais beaucoup aimé ce numéro. T'as eu l'air un peu moins impressionné, là. Ouais, c'était plus spectaculaire dans mes souvenirs. Je me suis dit, il n'y avait pas beaucoup de réactions. Alors? Ouais, après, no offense à elle, mais t'as une petite télé. Et je crois que la première fois que je l'ai vue sur Projo. Et donc, ça, je pense que j'en avais vraiment pris plein la tronche, même, littéralement, quoi. C'est une télé de taille normale, hein. Oui. C'est pas un Projo, c'est sûr. Et je pense aussi que, justement, comme mon éducation aux comédies musicales a été un peu tardive, j'avais pas énormément de références, peut-être au moment où j'ai vu ce film. Et j'étais très impressionnée de voir un numéro aussi parfaitement calibré avec ce plan d'ouverture où t'as tous les athlètes qui s'enchaînent. Enfin, c'est extrêmement bien chorégraphié, c'est très spectaculaire et c'est un numéro d'ensemble, alors que dans les comédies musicales modernes ou même les comédies musicales qui étaient mes références à l'époque, qui étaient plus les comédies de Jacques Demy et notamment Les Parapluies de Cherbourg, où c'est quand même plus des numéros solo ou des duos, là, voir un numéro de groupe danser et vraiment très bien chorégraphié, c'était assez impressionnant parce que j'avais pas l'habitude. Même aujourd'hui, on va voir beaucoup de comédies musicales un peu plus introspectives. Et donc là, le côté très grandiloquent avec l'atterrissage dans la piscine à la fin est très très chouette. Je pense que c'était peut-être une de mes premières expositions à la comédie musicale old school. Et c'est extrêmement charmant. Donc ouais, ce numéro est super. Et en plus, le fait qu'elle objectifie les hommes dans le numéro, je pense, m'avait pas mal frappée parce que moi, j'étais sans doute en pleine réflexion à l'époque sur les questions de male gaze, female gaze, tout ça. Et voir un film aussi ancien dans lequel le personnage féminin est juste entouré de mecs dénudés et en train de les mater. Et aussi parfois d'être un peu condescendante avec eux. Enfin, à un moment, il y en a un, elle lui dit attention, tu vas te blesser, mon chou. Enfin, c'est vraiment très plaisant de voir ça aujourd'hui. Ouais, non, carrément. Mais le film, d'ailleurs, sur le male gaze, il est intéressant parce que on voit que c'est des femmes trophées, quoi. On voit à quel point. Mais le film a un commentaire là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle rentre dans une salle, tous les regards se tournent vers elle. Mais c'est le propos du film. C'est qu'elles savent utiliser ça à leur avantage, quoi. Oui, et en fait, quand on parle de regard masculin ou féminin, généralement, on parle vraiment de la caméra et de ce que le film véhicule aussi, dans la manière dont le film regarde les corps de ces acteurs, actrices et nous impose ce regard-là. Et en fait, dans ce film, elles sont pas tant que ça objectifiées par la caméra. Elles sont toutes les deux magnifiques et elles sont objectifiées par les personnages masculins du film, mais la caméra s'attarde pas énormément sur leur corps. Donc je trouve ça assez plaisant aussi, alors que pour le coup, dans ce numéro, la caméra s'attarde beaucoup sur le corps masculin dénudé de tous les athlètes.
Bon, et puis évidemment, il y a le numéro culte. C'est je pense que tous les gens qui n'ont même pas vu ce film connaissent ce numéro. C'est Diamonds Are a Girl's Best Friend, où Marilyn porte une robe fourreau rose vif avec des très longs gants. Elle a des diamants, elle est entourée d'hommes sur une scène rouge et en gros, elle dit que Elle dit que la romance c'est bien gentil, mais ça paye pas le loyer, quoi. Exactement, et que les meilleurs amis d'une femme, c'est les diamants. Mais en fait, quand on écoute les paroles, c'est assez moderne parce que c'est vraiment genre ton patron il va t'emmerder et s'il te drague, en fait assure-toi qu'il t'offre un diamant d'abord. Enfin bon, ça encourage aussi à se faire. Mais en fait, oui, mais elle parle de la condition très étriquée des femmes, notamment à l'époque. Mais il y a plein de choses qui se confirment encore aujourd'hui, notamment sur le fait que l'intérêt des hommes pour les femmes diminue quand les femmes vieillissent et qu'ils sont toujours attirés justement par les femmes jeunes et belles et que donc elle doit juste assurer ses arrières parce que elle aura peut-être pas sa beauté pour toujours, mais les diamants sont éternels. Et ça, effectivement, c'est assez moderne. Dans la chorégraphie, par exemple, il y a des femmes qui sont pieds et poings liés, en fait. Donc, il y a plein d'imagerie autour justement de la condition de la femme qui est complètement dépendante de sa vulnérabilité financière et du fait que pour s'en libérer, il faut qu'elle instrumentalise les hommes riches et surtout qu'elle obtienne des diamants en échange de toute gratification pour un homme. Moi, je dois avouer que... Tu préfères la version de Ryan Gosling? La version de Ryan Gosling? Bah ouais, quand elle avait fait I Am Ken aux Oscars, c'était il était sur scène. Il était en rose. Ouais, il y a tellement de toute façon enfin ce numéro est cultissime, mais moi justement, j'ai découvert ce morceau avec Nicole Kidman dans Moulin Rouge. Ah bah oui. Et on va en reparler. Ouais, et en fait Diamonds Are Forever. Je connais cette version bien mieux que la version de Marilyn parce que Moulin Rouge pour le coup, je l'ai sursaigné et donc c'était très marrant de découvrir ce numéro des années après. Et de dire mais c'est le morceau de Nicole Kidman. J'ai découvert ce numéro avec Moulin Rouge aussi parce que j'ai vu Moulin Rouge avant Les Hommes préfèrent les blondes et je me souviens très bien du moment où elle descend là comme ça et où elle chante juste en a cappella et après c'est génial. Mais maintenant c'est vrai que je l'associe beaucoup plus avec Marilyn et parce que j'ai beaucoup plus revu ce film que Moulin Rouge. Et c'est après, ça a été surréférencé. C'est Material Girl aussi de Madonna qui l'a repris. C'est repris aussi dans Crazy Ex-Girlfriend. Dans Crazy Ex-Girlfriend. Love Triangle. Dans Birds of Prey, le film sur Harley Quinn aussi, il y a une référence à ça qui est très intelligemment placé. C'est évidemment un morceau qui a imprégné toute la pop culture et on le comprend tout de suite en le voyant. Il est iconique. Et puis ça s'amuse aussi de l'image de Marilyn Monroe et c'est le seul moment du film où elle est doublée sur certains moments de la chanson. C'est sa voix sur toutes les chansons, sauf quand elle fait no, no, no et elle fait un no en montant très haut. Oui, là on est quasiment sur de la chanson lyrique, donc c'est ça. Ouais. Et là pour ce moment, il y a une autre phrase, je crois, dans la chanson. Elle est doublée par la même doubleuse qui va faire My Fair Lady avec Audrey Hepburn, qui elle est doublée pendant tout le film pour le coup là-bas. Pendant le visionnage, on s'est dit, ceci dit, que les diamants, c'était un peu has-been. Enfin, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour nous. T'aimes bien les diamants, toi? En fait, je trouve tout le film beau, mais non, c'est pas un truc... Je me suis jamais dit, j'ai jamais rêvé d'un gros diams, tu vois. Toi aussi? Bah non. C'est un peu anachronique, quoi. Je pense qu'il y a encore plein de meufs qui en rêvent, quoi. Oui, si tu regardes. Je pense que c'est culturel aussi, mais... putain, mais leurs robes, là, elles sont incroyables, par contre. Non, mais ça va pas trop avec le look... Birk et Jean Levis, tu vois. Oui, non, voilà, c'est ça. Si toi, tu devais dire, c'est quoi tes meilleurs amis, là? On doit te couvrir de quoi? Le meilleur ami de la femme? La raclette. Les places de concert. Les hommes qui ferment leur gueule. Ah, très bien. Les places de concert, je pense que c'est vraiment mon love language. Mais en vrai, j'adore les cadeaux, quoi. Moi aussi, j'adore les cadeaux. J'avoue, j'ai pas réfléchi à ma propre question. Ouais. Je suis en train de me dire, les voyages. C'est ça. Pour moi, juste le meilleur ami de la femme, c'est les cadeaux. Est-ce que c'est extrêmement superficiel et vénal de dire ça? Après, j'aime bien faire des cadeaux aussi. Enfin, encore une fois, je pense que ça n'a pas forcément besoin d'être genré, mais j'aime la séduction et le fait qu'on témoigne son intérêt de manière respectueuse et non toxique. Et donc, pas de love bombing, mais juste, de dire, je te kiffe, quoi. Je te fais un petit cadeau. Un bon entendeur. Voilà, exactement. Je suis activement à la recherche d'un sugar daddy. Vous pouvez postuler sur le compte Instagram d'Ami. J'étudierai vos candidatures avec le plus grand sérieux. Waouh. Ok. J'ai hâte de voir ça. On va classer les numéros musicaux quand même. Tu mets dans quel ordre? Bon, attends, c'est quoi ton top 3?
Diamonds numéro 1 et peut-être numéro 2, Little Girl from Little Rock. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok. Voilà, c'est mon top 2. Ok. Et toi, c'est quoi? Bah, Diamonds, parce que c'est emblématique. Je dirais... Ah non, quand même, numéro 2, les JO, enfin j'étais surprise, les athlètes. Ouais. Numéro 2, moi, je mettrais Bye Bye Baby. Ensuite, Little Girl from Little Rock. Et ensuite, les athlètes. Et ensuite, When Love Goes Wrong. Ouais, non, Little Rock, pour moi, c'est pas... Le numéro, en soi, je m'en fiche. Mais par contre, la robe. Ah ouais. La robe rouge à paillettes. Ça, les paillettes sont le meilleur ami de la femme. En parlant de robe, les tenues dans ce film sont aussi emblématiques. Ouais. Elles sont magnifiques. Franchement, c'est un festin pour les yeux, quoi. Les costumes sont par Billy Travilla, qui a été le costumier de Marilyn Monroe sur plein de films. Et c'est notamment lui à qui on doit la robe blanche dans 7 ans de réflexion sur La bouche de métro, qui est devenue cultissime. C'est quoi tes 3 tenues préférées dans ce film? Moi, je pense que tu vas avoir plus de tenues de Jane Russell et moi, plus de tenues de Marilyn. C'est pas forcément l'une ou l'autre. Enfin, pour moi, les robes rouges, justement, du début des deux sont spectaculaires. J'adore les premières robes de dîner qu'elles portent toutes les deux. La robe orange et la robe ouais, voilà, et la robe vert très sombre. Ouais. Et je pense que je préfère celle de Jane Russell parce que personne peut porter une robe orange fluo à part Marilyn Monroe et avoir l'air jolie dedans. Elle est trop belle. Mais elle est très très belle. Mais c'est pas la robe qui est belle, en fait, c'est Marilyn, quoi. Et, je suis pas d'accord. En fait, il y a des tenues qui sont très belles dans le film, mais là, c'est juste un effet spectaculaire sur elle. J'aime énormément les vestes de Jane Russell, et notamment la première, une veste jaune, avec une doublure jaune et des carreaux un peu tartans noir et blanc. Et en vrai, la tenue la plus spectaculaire, je pense, c'est l'ensemble noir de Marilyn quand elle se coince dans la fenêtre. Et c'est peut-être pas la tenue elle-même, même si elle a un boléro. Enfin, c'est juste la manière dont la tenue est ajustée pour elle est incroyable. Enfin, elle a une taille hyper fine. C'est ce qu'on retient de Marilyn aussi, c'est qu'elle a la taille hyper fine, des courbes magnifiques. Et cette tenue est trop belle, quoi. C'est aussi dans mon top 3, ça s'appelle une tenue Matador style, parce que ça ressemble un peu à Matador. Le boléro. Il y a un boléro et il y a une sorte de cape par-dessus, une jupe plus fine. C'est vrai qu'elle est magnifique parce qu'elle est extrêmement bien structurée. Enfin, c'est vraiment très, très, très beau comme tenue. Et en plus, c'est justement pas la tenue la plus provocatrice de tout le film. Mais ça prouve qu'on peut être vraiment sublime et extrêmement sexy en étant très couverte. Moi, j'adore aussi la robe orange. Pour moi, ça fait vraiment partie du panthéon des plus belles robes. Moi, je la trouve vraiment belle pour le coup, même si elle est orange. Et il y a une robe qu'on aperçoit juste quelques secondes de dos. C'est une robe lamée quand elle est en train de danser avec Piggy, un vieux diamantaire sur le bateau. Et en fait, on la voit danser avec lui de façon assez sensuelle dans cette robe. Et on la voit juste de dos et elle est magnifique. Et en fait, cette robe est très connue. Il y a une série de photos où on la voit de face avec cette robe. C'était des photos promotionnelles pour ce film. Et la scène avec Piggy, avec cette robe, a été coupée dans le film, a été raccourcie parce que la robe était considérée comme trop provocante. Parce que le décolleté est très profond. Mais Marilyn l'a portée à plein d'autres occasions parce que, de toute évidence, elle aimait beaucoup la façon dont elle se présentait dans cette robe. Et c'est clair qu'elle est vraiment spectaculaire, quoi. Ouais. Et il y a aussi, pour Bye Bye Baby, elle a une sorte d'ensemble jupe et avec un haut anthracite avec le collier qui se mêle au haut. C'est très, très beau. Très joli, Mais toutes les tenues sont vraiment très belles. J'avais mis celle-là aussi où c'est... elle a une sorte... La robe lavande aussi qui est très jolie. Et elle a un body aussi à un moment vert avec une ceinture mauve et une sorte de pantalon capri violet foncé. C'est vraiment très, très beau. Oui, vraiment, les costumes du film sont magnifiques. Et pour moi, je pense qu'encore aujourd'hui, ça reste le truc le plus plaisant, même si le propos du film est extrêmement plaisant. Mais c'est les couleurs et l'aspect Technicolor. C'est un festin visuel, quoi. C'est vraiment très, très beau. Magnifique. Et le Technicolor, banger. Encore totalement. Un banger. Est-ce que tu as un MVP ? Bah oui, c'est Mr. Spafford the Third. Eh ben oui. Le petit garçon qui est méga riche et qui a un valet et qui est très divertissant. Dans la comédie musicale d'origine, si je me trompe pas, le personnage de Jane Russell, donc Dorothy, finit avec Spafford the Third, qui n'est pas un petit garçon dedans. D'accord. Mais oui, du coup, voilà. Oui, il est marrant parce que déjà, c'est un futur pervers, quoi. Ouais, en fait, on s'attend pas déjà à ce que ce soit un enfant, puisque Marilyn essaye de maquer sa pote avec un homme riche, et donc elle repère que lui, il a un valet, et donc elle fait tout pour qu'il soit assis à leur table au dîner, et elle se rend compte au moment où il arrive que c'est un petit garçon qui est un riche héritier.
il commence à la draguer lourdement, ce qui est très marrant parce que il est beaucoup trop jeune, voilà, pour draguer d'une telle manière. Et en plus, sa manière de s'exprimer est extrêmement formelle. Mais ensuite, il y a un moment où il aide Marilyn justement quand elle est coincée dans la fenêtre et quand elle se fait draguer par Piggy, il lui dit mais comment tu peux être attirée par ce mec, c'est un vieux dégueu. Et donc ce moment-là est très charmant aussi parce que lui, on sent qu'il n'a pas encore intégré toute la réalité. Oui, il est dynamique. Ouais, et il comprend pas pourquoi elle est gentille avec ce Piggy qui porte quand même assez bien son nom. Et toi, c'est qui ton MVP ? Moi, c'est la femme de Piggy, qui a bien raison de vouloir récupérer son diadème. Merde alors. Surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut totalement imaginer que la femme de Piggy a été Marilyn quand elle était jeune. C'est une assez belle femme qui est très bien habillée, qui est couverte de diamants. Et en fait, évidemment, elle méprise le personnage de Marilyn, mais on peut totalement imaginer que 30 ans en arrière, elle a fait exactement la même chose pour se retrouver au bras de cet homme, même s'il est quand même sous-entendu qu'elle vient plus de l'aristocratie, que c'était peut-être pas une ancienne danseuse, mais au fond, elle assure ses arrières de la même manière que le personnage de Marilyn le fait. Et donc, elle a beau juger et elles ont beau être mises en opposition, on comprend que leur intérêt est le même. Et c'est d'avoir des diamants et d'être à l'abri financièrement, quoi. Genre, on me fera jamais croire que cette meuf, elle a épousé Piggy par amour, quoi. Ah bah non, sa ça femme. c'est sûr. Donc, bon. Niveau citation. Moi, ma citation préférée, c'est celle du détective qui est parfaitement bilingue et qui répond au majordome qui lui parle en français. Il dit « Ah, je regrette vraiment parce qu'il a fait une erreur » et il répond au majordome « Well, je regret it more than vous ». Et je trouve ça absolument magnifique. Ah oui, moi j'aime beaucoup l'échange. En fait, Lorelai finit par rencontrer le père de Gus et le père de Gus lui dit vous voulez me faire croire que vous ne voulez pas épouser mon fils pour son argent, et elle lui dit non, je veux pas l'épouser pour son argent, je veux l'épouser pour votre argent. Ouais, et c'est très, un très très bien. bon échange. Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money? It's true. Then what do you want to marry him for? I want to marry him for your money. There. Oh, Lorelai. Don't you see that's why we have to have his consent, silly? Well, at least we're getting down to brass tacks. You admit that all you're after is money. No, I don't. Don't you know that a man being rich is like a girl being pretty? You might not marry a girl just because she's pretty, but my goodness, doesn't it help? And if you had a daughter, wouldn't you rather she didn't marry a poor man? But I was... You'd want her to have the most wonderful things in the world and to be very happy. Oh, why is it wrong for me to want those things? Toute l'interaction entre eux est vraiment géniale parce que il est aussi surpris. Enfin, il dit mais on m'a dit que vous étiez bête, vous êtes pas bête du tout. C'est vraiment le moment victorieux de la fin du film, bien plus que le mariage, quoi. Oui, c'est ça. Et elle dit d'ailleurs, c'est une autre citation connue où elle dit je peux être intelligente, mais quand j'en ai besoin. Oui, elle dit I can be smart when it's important, but most men don't like it. Je peux être intelligente quand c'est important, mais la plupart des hommes n'ont pas l'air d'aimer ça. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est le fait qu'on sent que c'est un film qui est à la transition, où on est en train de sortir un petit peu du code Hays, qui donc restreignait énormément ce qu'on avait le droit de montrer à l'écran à Hollywood. À Hollywood, voilà, notamment par puritanisme. Là, le code était encore en application, mais de manière moins stricte, et on le sent dans ce film qui est quand même assez risqué sur certains trucs. Et on nous dit quand même, par exemple, que le personnage de Jane Russell a couché avec le détective. Ouais. Mais à côté de ça, justement, juste avant qu'ils couchent ensemble, ils s'embrassent, et juste après, on a le plan du bateau qui fait pimpon, comment on appelle ça ? Ouais, voilà, qui fait chouchou, comme voilà, le jargon technique, vous nous rappellerez comment on dit. Mais j'aime bien ce moment parce que justement, c'est censé nous montrer nous faire comprendre qu'ils ont couché ensemble de la même manière que dans North by Northwest, t'as le train. Le train qui rentre dans le tunnel, je veux dire. Ouais. Mais du coup, il y a une citation qui est très drôle là-dessus. Il y a quand même beaucoup de sous-entendus sexuels. Et il y a un moment où elles veulent absolument récupérer les photos qui ont été prises par le détective. Et donc, elles s'allient toutes les deux. Et le personnage de Jane Russell dit « Two heads are better than one. » Ce qui veut dire, il vaut mieux deux têtes, mais head, ça veut aussi dire fellation, en fait, en anglais. Et donc, c'est assez amusant, surtout avec le personnage de Marilyn qui dit « Oh oui, c'est vrai, t'as raison. » North by Northwest, qui est La mort aux trousses en français. Très beau aussi, visuellement. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup le moment aussi où Lorelai lance tous les hommes autour d'elle, parce que tous les hommes du bateau ont payé cher pour pouvoir être à la table des deux. Et en fait, elle lance la conversation avec chacun sans attendre qu'ils lui répondent. Et après, elle dit à la fin, I just adore conversation, don't you? C'est un très bon moment. You're Mr. Franklin, aren't you? Are you enjoying your trip? How many times have you crossed? This is my Don't you feel alone out on a big ocean? Well, I just adore conversation, don't you? certainly. Pardon, monsieur. Je pense qu'on s'est aussi beaucoup reconnus dans ce moment, toutes les Exactement. deux. On adore converser.
C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. La semaine prochaine, Anaïs va me faire découvrir Annette, que je n'ai pas vue. Ouais, Je de me Léos souviens Carax. C'est là où il y a une fellation... Non, un cuni où il chante... Ouais, c'est ça. un cuni chanté. Ouais, voilà. Hâte de voir ça. Bisous. À la semaine prochaine. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez. Du coup, elle a fait quoi au père? Elle lui a taillé une pipe ou... Ah non, mais elle a convaincu, quoi. Ouais, d'accord. Elle les convainc tous. Ouais. Elle a un talent. Oui.